Les refrains de mon cœur. Frédéric Zetoun. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous des refrains de mon cœur. Aujourd'hui, notre invité est une légende. Oui, une légende. Légende de la chanson francophone, authentique défenseur de la langue française, compositeur inspiré et avant-gardiste et statue vivante de la chanson québécoise. C'est monsieur Robert Charlebois qui nous fait l'amitié de sa visite aujourd'hui. Bonjour Robert, comment allez-vous? Bonjour Frédéric. Et ami de Ginette Renaud, comme et ami de toi. Ginette Renaud, surtout. Je crois que vous avez une petite histoire, vous, avec Ginette Renaud. Non, mais pourtant, elle a France... Et toi, tes fiançailles avec Ginette, c'en est où? La presse People s'en est emparée. Donc voilà, je suis fait. À cause de toi, d'ailleurs. T'es coincé, mon vieux. Robert, comment allez-vous? Si je te dis que ça va bien, tu vas dire il est pas difficile. on sent comment... Et si je dis que ça va mal, tu vas dire pessimiste, pardon? On sent comment à la veille de ces 80 printemps? Parce que chez vous, c'est des printemps quand même. Oui, moi, c'est plutôt 4 fois 20 ans. C'est ça, c'est 4 fois 20 printemps. Exact. Oui, 4 fois 20 printemps, ça fait beaucoup. Alors, j'ai problème de pollen, comme à chaque printemps. Un petit rhume, d'accord. Et sinon, ça va. Non, pas un petit rhume, c'est comme le pollen. Tu sais, j'ai un gros nez, moi, alors j'absorbe tout ce qu'il y a dans Paris. Et je rappelle, pour qu'on puisse vous envoyer des cadeaux à la date précise, je rappelle que vous soufflerez vos 80 bougies, votre 80e bougie, le 25 juin prochain. Oui, mais ça dépend. Si on compte comme... je ne sais pas, je ne suis pas bouddhiste, mais j'étais déjà dans le ventre de ma mère il y a 80 ans et 7-8 mois. Puis là, c'était le dernier mois. J'avais hâte de sortir déjà. Là, donc, j'étais sur la planète. Là. D'accord, déjà. Oui. Déjà. Et alors là, vous êtes sur la planète Seine en ce moment. Vous êtes sur la planète Seine en ce moment. Vous êtes à Bobino en ce moment. Je commence à Bobino. Oui, en plein. Ah oui, vous êtes dedans, ça a commencé il y a 3 jours. Ah, exactement. Oui. Et donc, le public français s'est retrouvailles et comment ça se passe? Ça se passe très, très bien. J'ai mes fans. Ils sont un peu désarçonnés par rapport au dernier spectacle parce que ça commence très doucement, très lentement. Comme une petite boule de neige qui devient grosse à force qu'on la roule. Et donc, c'est un compromis entre le stand-up comique et le concert de rock. Puis il y a du théâtre aussi, tu vois. La comédie, ça vous connaît. Vous avez fait quelques films qui ont marqué quand même. Non, mais disons que sur scène, ma femme n'aime pas quand je fais des blagues, mais j'en fais au moins 3 par soir. Ah, votre épouse n'aime pas les blagues? Elle trouve que ça déclasse un peu. Mais pas moi. Moi, je trouve que vous quelqu'un qui n'a pas d'humour, ça va comme perdre son dernier souffle, perdre son humour. Et vous, sans humour, c'est comme un pain au chocolat sans chocolat, quoi. Absolument. Et même sans pain, je dirais. Alors, Robert, chocolat sans pain. J'aimerais vous donner la définition que vous donniez de vous-même à un journaliste qui vous interrogeait sur votre place dans la chanson au Québec. Alors, vous disiez, et non sans humour, Félix Leclerc était la lampe à pétrole, Gilles Vigneault, l'ampoule, et moi, lorsque je suis arrivé à la fin des années 60, j'ai été le néon. Il va comment, le néon? Le néon, il clignote. Il va pas mal, écoute. Non, mais c'est vrai que Félix avait un peu peur de moi parce qu'il disait à Gilles, le jeune là, qui a balancé ses tambours à l'Olympia, penses-tu qu'il est sérieux? Puis Gilles, il dit oui. Il disait à Félix, je te jure, il travaille bien, il fait des chansons qui se tiennent. Et puis bon, OK. Puis Félix, il tremblait un peu. Quand je suis allé le rencontrer pour la première fois, il m'a dit, j'arrive chez lui, il dit, gardons ta voiture dans l'autre sens, ça va aller mieux pour t'en aller. Tu te sens bienvenu déjà. Déjà c'était une formule d'accueil assez... Ouais, voilà. Et alors, ça a fini au gin and tonic, puis on s'est bien entendu. Après, il voulait plus me laisser partir. Robert, il faut qu'on rappelle quand même à nos auditeurs cette histoire de tambour lancé dans le public. C'était les cymbales, c'était l'Olympia 69. On l'a souvent raconté. Vous étiez en première partie et non pas de Ginette Renaud, mais de Georgette Plana, qui était la grande sœur de Ginette Renaud. Moi, je connaissais des groupes comme Triangle et comme Magma. Oui, des Georgette Plana, je me disais, ça doit être psychédélique, tu sais. Georgette Plana, je me disais, c'est un groupe... Mais elle planait, Georgette, elle chantait... planait, mais pas dans la même sphère que Écoutez, à 70 ballets, faire un tube incroyable avec Rikita, Jolie Fleur de Java... Non, c'était pas psychédélique du tout. Vous vous souvenez de Rikita, Jolie Fleur de Java? Antoine, et puis vous. Et vous, et un soir, comme le public ne vous comprend pas, attendez, vous chantiez cette chanson-là. On l'écoute. Charlebois, c'est avec cette chanson que tout a commencé ici. Ouais. Et c'était très long. Tu sais, à l'époque, les Beatles ou Presley faisaient des chansons qui dépassaient rarement 2 minutes. Oui, là, c'était un peu plus long. C'était le sommet pour un rock. Et ça faisait 4 minutes.
Donc, ils nous ont un peu fermé le rideau pendant qu'on chantait, ce qui vous a un petit peu énervé. Oui, m'avait un petit peu énervé, puis j'étais à la batterie parce que le batteur, il trouvait que le bassiste jouait trop fort. Vu que je suis pas le meilleur batteur au monde, et que ma guitare, c'était ma guitare, alors que là, c'était une batterie louée. J'ai dit, entre les deux, je préfère balancer la batterie dans les la cymbales. salle. Et vous avez donc décapité combien de personnes? Oui, mais là, la légende urbaine fait que j'ai inventé, c'était bien avant que j'attrape Aragon dans un œil avec une balle de tennis. Et la légende veut que j'ai inventé le frisbee, puis je lançais des cymbales, puis tu peux trancher des têtes avec ça. C'est pas très poli. J'imagine un petit peu la surprise à l'Olympia en 69, la France pompidolienne, Georgette Planary qui t'a jolie fleur de joie. Et vous avec ça. J'imagine qu'ils ont dû être un petit peu saisis quand même, les gens. Oui, c'était comme des extraterrestres, en plus de l'accent. Parce que les extraterrestres n'ont pas d'accent. J'en ai rencontré, moi. Mais là, j'avais l'accent en plus, donc on se comprenait plus. Mais par contre, ça s'est bien terminé. Ça s'est bien arrangé depuis. Bruno, il m'a dit, vous reviendrez quand vous serez calmé. Après, il m'a fait revenir avec des vrais groupes psychédéliques. Et un médecin dans les coulisses pour essayer de vous calmer mieux. Comme dans le film de Groucho Marx. Y a-t-il un médecin dans la salle? Et là, puis docteur, trouvez-vous le show à votre goût? Ça s'est bien arrangé avec le public français ensuite. Avec le public et avec Bruno aussi. Il m'a fait des spaghettis en haut de l'Olympia. Il a fallu repeindre la cuisine après, mais c'est pas grave, ça. Quelle différence vous faites, grosse différence entre le public québécois et le public français? Ben, public québécois, je fais une annonce grosse comme un timbre et puis c'est complet. Oui. Ici, il faut que j'aille raconter ma vie pendant une semaine à toutes les radios. J'ai des journalistes à la con. Je vous remercie, Robert. Il reste encore des billets à vendre, ce qui serait impossible au Québec. Bon, écoutez, après le passage ici sur RCJ... Ah non, ça c'est complet. Ça est déjà complet. Et depuis qu'on a commencé, c'est déjà complet depuis 10 minutes. J'ai la sensation, mais arrêtez-moi si je dis des bêtises, que souvent les chanteurs et chanteuses québécois sont venus chercher une reconnaissance ici en France et que cette reconnaissance les a encore plus portés au Québec. Est-ce que je me trompe ou pas? Non, ça a été dit avant toi. Nul n'est prophète en son pays. C'est ça, oui. Dans le temps d'Abraham, on disait ça. C'est pas moi qui l'avais inventé. Dans le temps des accords d'Abraham, il me semble qu'on a déjà dit ça avant. Oui. Non, ben, c'est vrai que ça a été vrai pour Félix Leclerc. Quand il est revenu, par exemple, au Québec, après avoir travaillé ici avec Jacques Canetti à l'époque, qui était l'agent d'Édith Piaf, donc ça impressionnait les Québécois. Jacques Canetti qui a découvert Brel, qui a découvert Brassens. Et c'est vrai pour beaucoup de monde, ça. Et je pense que aussi c'est très agréable de dire... Quand on est un chanteur, ben, on va aller se promener dans le pays de nos ancêtres, et puis ils nous reconnaissent, puis ça change le mal de place. Ça a tout changé chez vous, la reconnaissance française, ici en France, a changé beaucoup de choses sur le regard qu'avaient les Québécois sur vous? Ben moi, ça a été la reconnaissance belge. C'est encore pire, parce que j'ai le Avec premier frites, festival de Spa en 69. Oui. J'avais 25 ans le 25 juin, et 69, c'est le signe du cancer. Tu sais? Oui. Alors... tout ce que je touchais à ce moment-là m'apportait chance et je gagne, je rentre au Québec. Il y a une dame qui me dit avant que vous retourniez au Québec, vous pouvez venir faire un spectacle à Monaco parce qu'il y a Johnny Hallyday qui fait la première partie d'Annie Cordy et puis vous pourriez faire la vedette chinoise de Johnny qui est en vedette américaine de qui était l'anglaise de... D'accord. Vedette anglaise de Nureyev qui va chanter devant la princesse, etc. Il chantait très bien, Nureyev. Oui, il chantait bien. Moi, je danse mieux que lui, par contre. Je vais pas c'est ça, c'est ce qui vous a sauvé. Moi, les gens viennent me voir comme danseur avant toute chose. C'est ça, c'est ça qui vous a un petit peu sauvé, d'ailleurs. Pareil, on bouge pareil. Au moment de la traversée du désert, c'est justement votre talent de danseur qui vous a... Qui m'a sauvé, mais vous savez que là, les gens, s'ils nous écoutent, ils doivent penser qu'on raconte n'importe quoi. Et ils ont raison, quand même. Non, c'est parce qu'ils m'ont jamais vu danser. C'est sûrement pour ça. Et donc, et Monaco, alors? Monaco, donc, ça s'est... très bien. Il y a votre attaché de presse qui est affligé, là. Il est en train d'appeler la police. Oui. N'appelez pas les flics tout de suite. Monaco, oui, ben écoute, j'ai assisté au concert de Nureyev. J'étais à 4 pieds de la princesse et du prince régnier à l'époque. Et le prince n'est pas venu, par contre. Et à l'idée, il m'a juste fait un clin d'œil en sortant de sa loge. C'était un dialogue très, très bref. Oui. Et par contre, le lendemain,
il y avait Nino Ferrer. Ah. Et lui, parce qu'on a toujours une famille, quand on est auteur-compositeur, Bien sûr. on dirait que, bon, j'adore on se les interprètes, reconnaît, et on j'ai se adoré reconnaît. Johnny, puis la puissance de sa voix, tout ça, c'est inégalable. Mais le lendemain, j'ai eu le bonheur de croiser Nino Ferrer, puis on s'est parlé 2 minutes, mais je garde ça comme un immense souvenir. Immense artiste. Immense, et très timide, très renfermé, le plus près du sud que de vous avez pas vu Mirza Et et, que- le et que Gaston les cornichons et du téléphone. Ouais, mais il a fait des choses. Puis moi, je suis un peu un extrémiste comme lui. Je revendique le droit à la connerie. Je peux chanter des Conception, puis des Entre deux joints, tout ça. Et lui aussi, il pouvait passer d'un extrême à l'autre. Mais Avec talent pour toujours. moi, c'est un immense, en tout cas, bon, un immense compositeur. Un immense, un Puis du immense bon compositeur. rhythm and blues. Très, très, très malheureux, qui a fait des chansons magnifiques et qui a mis fin à ses jours. Le mal-être, quoi. Le cancer de l'âme, on peut dire. Le cancer de l'âme, de ne pas être reconnu. J'ai eu le bonheur de le rencontrer quelques mois avant sa disparition et il ne comprenait pas pourquoi toutes ces chansons n'étaient pas publiées comme un écrivain qui serait chez Gallimard. Ouais. Et il ne comprenait pas pourquoi sa maison de disques lui avait rendu le contrat. Il en était, mais meurtri. Oui. Parce qu'il pouvait faire des choses mélodiques exceptionnelles, puis du bon Magnifique. rhythm and blues aussi, puis c'est pas facile de faire des chansons à 3 accords. Moi, c'est mon défi actuel, parce que je me suis beaucoup amusé avec le reste, là, des harmonies richissimes, etc., puis de se limiter, de s'épurer à 3 accords, en apportant quelque chose qui soit en même temps rétro et nouveau, c'est un sacré défi. Écoutez, donc on écoutera quand Non, malheureusement, c'est des chansons que j'essaye dans mon show, là, parce que... Ouais. Et que vous allez peut-être mettre un jour sur... c'est un truc qu'on appelait un disque avant. Non, ça n'existe plus. Le truc rond avec un trou dans le milieu, Non, c'est c'est fini. dans le temps que les téléphones servaient à téléphoner, ça n'existe plus. Ça. Donc ça, il faut venir vous écouter sur scène pour les découvrir, ces nouvelles chansons. Ben, je fais 2 nouvelles chansons par soir, puis le public décide si je les continue ou je les arrête. C'est stop ou encore, quoi, en fait. Ouais, un peu. Un petit peu comme les jeux du cirque. Exactement. Puis le public participe. Puis des fois, il vient me voir après en disant « On pourrait l'aimer, mais elle est trop lente. » Accélère-la un peu. On va peut-être l'aimer. Robert, on va accélérer un tout petit peu le rythme de cette émission. Je vous rappelle le principe de notre émission. Vous avez eu la gentillesse de me livrer en amont 3 chansons qui ont compté dans votre vie. Et on va comme ça se promener au gré de vos préférences musicales. Le premier de vos choix, une chanson bilan, une chanson testamentaire. Beaucoup de gens pensent que c'est une chanson américaine. Non, c'est bel et bien une chanson française que vous avez choisie, Frank Sinatra, My Way. Alors, l'adaptation est canadienne. De Paul Anka. Elle est de Paul Un Anka. petit garçon d'Ottawa. Mais à la base, c'est une chanson Un petit signée- Libanais d'Ottawa, Paul Anka, on oublie ça. Et à la base, oui, c'est une chanson française de Comme Jacques d'habitude. Revaux, oui, comme de d'habitude. Jacques Revaux pour la musique, le texte Gilles Thibault et Claude François. Et soyons un peu cocorico, parce que l'hymne national le plus joué au monde, c'est le God Save the Queen. Oui. Et je pense que c'est le plus beau aussi. Ça a été écrit par une Française qui s'appelait Madame de Riton. Tout à fait. Au 17e siècle, Dieu sauve le grand roi. Arrangé par Handel, quand même, qui était le George Martin de l'époque. Oui, t'es pas mauvais, Handel. Pas oui. mauvais, Non. Handel. Il y a de l'avenir, ce monsieur. Comment vous dire? Et l'autre, My Way, chanson française. Et la plus belle chanson d'Elvis, Falling in Love with You, Oui. que j'ai traduite moi-même parce que c'était ma chanson préférée. Puis quand j'ai lu que c'était une chanson française, À la base, oui. j'oublie le nom. En tout cas, Comment ne pas être amoureux de vous Le nom m'échappe, mais on va le retrouver d'ici la fin de l'émission. Paul Égide de Martin Di Martini, c'est ça. C'est ça. Et puis, c'est les Italiens qui avaient arrangé ça pour Elvis. Puis quand on va sur le site d'Elvis, il dit merci Marie-Antoinette pour son... de m'avoir Et prêté reprise ça. dans sa version originale il y a quelques années par Donc, Dave. on parle des 3 chansons les plus fortes de la Terre et les 3 sont françaises. Quand même. C'est quand même pas de la merde. Alors, ce qui est quand même très étonnant pour quelque chose qui n'est pas de la merde, c'est qu'au départ, Clo-Clo n'en voulait pas. Elle a été proposée à tout le monde, cette chanson. Mais Clo-Clo, il l'a chanté en français, il me Il semble, a chanté comme en français, d'habitude. bien sûr, et comme d'habitude, mais avant... Donc, il doit toucher là-dessus. Il a même co-signé le texte avec Gilles alors Thibault. là, il n'y a plus de problème de loyer. Lui. Là, c'est Il a bon, plus là, mal aux dents et depuis pour ses longtemps. enfants, je pense qu'ils ont un loft. mais le truc qui est très étonnant, c'est que cette chanson, dans la carrière de Claude François en 68, qui collectionnait les disques d'or,
les disques d'or se ramassaient à l'appel. Lorsqu'il sort cette chanson, c'est un bide. Et comme d'habitude, il fait 2-3 émissions, dont une émission chez Michel Drucker, Tilt Magazine, ça s'appelle. Il y a Paul Anka qui est de passage à Paris, qui est au Georges V, qui voit le truc, il comprend rien, enfin, les paroles, il s'en fout, mais il écoute la musique et il se met en rapport avec les éditeurs. Et les éditeurs, eh ben, c'est Gilbert Marouani. Il lui donne un petit bobino. À l'époque, il y avait encore des bobinos. Il lui donne le bobino en disant, écoute, ici, ça n'a rien fait. Vois ce que tu peux faire. C'est le tour du monde. Je le crois, puis ça arrive souvent. Même Lindbergh, là, qu'on a écouté, là, Oui. eh ben moi, quand j'ai sorti ça, il y avait une crise de chute en parachute. On a été excommuniés par le cardinal Léger parce que on prenait le nom de Dieu en vain, une chute, une crise de chute, puis c'est un blasphème, c'est un péché mortel. Et les radios ne voulaient pas passer ça aujourd'hui. Tu peux pas ouvrir une télé sans qu'il y ait Chris Callis tabarnak à la télévision, là. Mais à l'époque, nous, c'était sacrilège. Et qu'est-ce qui a fait que ça s'est inversé? Ben, le temps, les hippies. Les hippies, ils ont fait que... Et puis peut-être que le cardinal, il a passé la main, il a passé... Non, mais à un moment donné, on sortait de la grande noirceur, puis on est sorti vite, puis on est sorti en courant, puis tout à coup, quand c'est devenu populaire en France, les Français, ils trouvent ça comique, eux autres, qu'on dit tabarnak et tout. Mais ils comprenaient pas, surtout. Si tu dis maudit devant, tu t'en vas en enfer tout de suite, là. D'accord. Pas la semaine prochaine, tout de suite. Bah vous, ils faisaient attention. Ça vous a sacralisé à l'inverse. Ben moi, le fait d'être excommunié, ça m'a pas trop dérangé parce que, bon, je respecte la tradition puis toutes les religions, mais j'ai la mienne, puis je trouve que la spiritualité, la poésie, n'a rien à voir avec les religions, en fait. Si on enlève la poésie et la musique dans les religions, il reste quoi? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Voilà. Et il nous reste My Way quand même. On l'écoute. Ouais, le choix de Robert Charlevoix dans les refrains de son cœur. C'est une chanson française, paroles canadiennes de Paul Anka, et puis probablement une production, je sais pas, de Frank Sinatra. Las Vegas. Ouais. Production, je ne sais pas qui a produit ça, en mais l'arrangement est formidable, puis Sinatra est au sommet de sa voix. La voix. Les deux chanteurs du 20e siècle, c'est Aznavour, c'est les Américains qui l'ont dit. Artiste numéro 1 du 20e siècle. Ensuite, pour moi, il y a Presley, Sinatra. Après, il y en a Roy Orbison, il y en a l'infini. Mais les deux kings, c'est Elvis et Frank. Voilà. Effectivement. Alors, Robert, dans votre biographie, on vous décrit comme un garçon timide, discret et taciturne lorsque vous étiez enfant. On a du mal à vous imaginer timide, discret encore moins. À la radio, ça se voit pas. Hein. Non, ça se voit pas du tout. Et à quel moment vous avez attrapé le virus de la scène? À quel moment vous vous êtes dit que faire l'artiste, distraire, décorer la vie de vos contemporains allait être la vôtre de vie? Wow. C'est la question psychanalytique. C'est la plus dure à laquelle j'ai répondu. Là, tu vas très fort. Là. Tu frappes fort. Là. J'étais à l'école de Ginette Renaud, quand même. Peut-être à 3 ans et demi, parce que 4 ans, j'étais frisé, j'étais blond, puis et puis, tu sais que les Canadiens français, leur symbole, c'est Saint-Jean-Baptiste et son mouton. Pour ça qu'on est peut-être des moutons, des suiveux, des avaleurs de vent, comme disait Boris Cyrulnik. Mais à l'époque, en tout cas, moi, j'avais fait le petit Saint-Jean-Baptiste sur un reposoir, tu sais, des chars allégoriques à la Saint-Jean. Le 25 juin, c'est la fête nationale. Mon anniversaire, à moi, c'est le 24. Bon, ma mère s'est trompée d'une journée, c'est pas grave. D'accord. J'avais hâte de sortir, là. Il y a 80 printemps, là. Il faut corriger votre Wikipédia. En France, vous êtes le 25, c'est marqué. C'est marqué le 25? Ah, c'est marqué le 25. Ben, alors, je dois être le vrai patron des Canadiens français. C'est pas Saint-Jean-Baptiste, c'est moi. Il a mal fini, par exemple, où il s'est fait trancher la tête et tout. Ouais. Mais à l'époque, j'avais 3 ans et demi, 4 ans, et je me promenais sur le reposoir. Puis tout le monde venait m'applaudir puis m'adorer. Alors, ça a dû commencer là sans que je m'en rende compte. J'avais rien à faire. Je tenais le mouton, c'est tout. Puis les gens se prosternaient devant moi puis ils m'applaudissaient. Ça marque un bébé, ça, non? J'imagine que ça a dû flatter un petit peu votre ego. Un artiste n'est artiste que s'il propose quelque chose de personnel, de singulier. C'est en rencontrant Claude Péloquin et Louise Forestier que vous avez trouvé votre propre couleur, votre identité. C'est eux qui vous ont aidé à trouver ça. C'est ensemble que vous avez trouvé ça? À l'époque, j'étais comme une boule qui roule, très, très folklore, country. Je faisais du cow jazz, en fait, un mélange de... Et heureusement que mes premiers disques n'ont pas traversé. Tu sais, quand on est jeune, on pense qu'on écrit des chefs-d'œuvre parce que la musique finit à peu près en même temps que les paroles. On se dit, waouh, ça y est, c'est bon, j'y suis. Je viens d'en faire une. Et on veut tout dire dans chaque chanson.
Et puis, on se dit, mais mon Dieu, comment ça se fait que ça marche pas, que ça marche pas? Et merci, mon Dieu, que ça n'ait pas marché avant la Belgique, parce que quand j'ai gagné à Spa en 69, j'avais beaucoup de bonnes chansons dans ma besace. Vous étiez prêt? J'étais prêt, voilà. Et si ça avait marché avant, je serais venu ici avec une image de chanteur de folklore dont j'aurais pu jamais été capable de me défaire, ou de chanteur de jazz, tu sais. Parce que les gens, ils gardent toujours la première impression qu'on fait. Vous avez bien conscience que vous avez amené un son, une esthétique qu'il n'y avait pas dans la chanson francophone. C'est vrai aussi. Et ça, c'est parce que Louise Forestier était dans ma classe à l'École nationale, que son copain à Louise, il disait, mais hey, on chantait dans l'escalier de l'école avec ma guitare, un peu de folklore quand même, dans les prisons de Londres, etc. C'était Londres chez vous, ici c'est Nantes quand même. C'est Nantes. Oui, ben là-bas c'est Londres, au Québec. Ouais, comme quoi, ouais. Comme quoi nous sommes deux solitudes. N'est-ce pas? Oui, oui, oui. Ah oui. Et moi, souvent des faces B, comme ma chanson la plus populaire, mais à vie au Québec, c'est Les Talons Hauts, qui est la face B de Je t'aime comme un fou. Et c'est jamais ça, un Français n'a fait tourner Les Talons Hauts, alors qu'au Québec, c'est le tube. Puis Je t'aime comme un fou, c'est comme une blague, mais ici, ça a bien marché, Je t'aime comme un fou. Oui, ça marche, les enfants adorent ça, Je t'aime comme un fou. Tu mets ça dans une soirée d'enfants, ils sautent au plafond. Mais au Québec, c'est la face B. Oui, au Québec, c'est le gros tube que j'ai fait avec Plamondon, c'est Les Talons Hauts. Parce que ça parle de son petit foulard à la Bardot. Pourtant, ça aurait pu marcher. Vous la connaissez, Brigitte Bardot? On la connaît un peu. Vous l'avez déjà entendu parler? C'est pas mal. Je crois qu'elle a fait deux, trois courts-métrages aussi. Ça a bien marché pour elle. Et donc, le général de Gaulle, vous l'avez connu aussi? Oui, ici. Mais je crois qu'il avait reçu là-bas, il a fait tout un ramdam, mais je me demandais si vous le connaissiez ici aussi en France, le général de Gaulle. Oh, le général de Gaulle? Le nom, vous connaissez le nom, en tout cas. On le connaît, je crois qu'il y a une avenue à Paris qui porte son nom, il me semble. Ah oui, c'est ça, c'est une avenue. Et je pense que les gens sont en train de Victor Hugo aussi, c'est une avenue. Boileau, c'est la fontaine au bureau. Et Victor Hugo, il a... Lamartine, c'est un travelot, c'est ça? Victor Hugo a même inspiré une comédie musicale. Une comédie musicale écrite par Luc Plamondon. Oui, ça ne marchera jamais. Écoute... Victor Hugo et Luc Plamondon. Vous êtes fous, là. Non, mais le premier Starmania, les Français disaient « Mais non, ici, on n'est pas à Broadway, c'est pour les Américains, les comédies musicales, ça ne marchera jamais, ça ne marchera jamais. » 50 ans après, on y est toujours. Et depuis, vous en avez fait 250. Mais c'était quand même Plamondon, d'aussi le réussi premier. que celle-là, pas beaucoup. Pardon, excusez. D'aussi les réussi gens ne que celle-là. comprennent plus. Un peu de discipline. On se croirait hier au débat. Je disais, Robert, que d'aussi réussi que Starmania, il n'y en a pas eu beaucoup. Non. Celle-là, elle est... Parce que nous sommes en présence de deux immenses paroliers, Plamondon et... Michel Berger. Michel Berger, qui savait écrire aussi. Qui savait écrire donc, aussi. les deux se sont probablement stimulés. Challengé. Et, il le raconte quand il lui amène seul je marche seul. Il lui dit, j'ai pas besoin de toi pour écrire ça. Seul je marche seul, je cherche le soleil au milieu de la nuit. Non. Seul je marche seul, j'ai pas besoin de venir te chercher pour écrire ça. Ouais. Et il revient le lendemain avec Stone. Ça fait le du monde sens, Stone. par contre. Oui, là, je suis un peu d'accord avec lui. Seul je marche seul. Qu'est-ce que tu viens faire dans ma chanson? Stone, le monde Stone, c'est mieux quand même. Oui. Puis moi, comment dire, Luc, j'ai composé Les Talons Hauts, puis je t'aime comme un fou, à peu près en même temps que Starmania. Je sais pas si c'est avant ou après, mais les mêmes années. Je t'aime comme un fou, c'est Luc aussi? Oui. Au niveau les deux, c'est les deux chansons que j'ai fait avec lui. Et puis, ils avaient écrit le blues du businessman pour moi, mais ils se sont dit... Il est tellement... c'est pas dans ses plans de carrière, il est trop populaire, il va nous dire non. Puis ils n'ont pas osé me le demander. Et donc, Claude Dubois vous doit tout. Je pense que j'aurais jamais fait mieux que Claude Dubois, de toute façon. Et Claude Dubois vous doit tout, en fait. Ben, j'aurais pas pu faire mieux. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Oui, Claude, non, il me doit tout, certainement. Et quand... Très modestement. Il ne doit rien du tout. Mais non, il y a une voix exceptionnelle, Claude. Magnifique. Après moi, c'est le meilleur chanteur du Québec. Après Ginette Renaud, je dirais. Sa version de Si Dieu existe, elle est pas mal non plus. Hein. Magnifique. C'est une merveille. Et ça, mais Si Dieu existe, écoute, c'est une pièce qui s'appelle... Tu sais, le grand Antonio de Fellini, là. Oui. Et donc, c'était une pièce dont j'ai fait la mise en scène, moi, avec Claude et Louise Marleau. D'accord. Et Claude, il disait, moi, je veux chanter, mais... Puis Louise, Louise va raconter. C'est un truc de Dupoyet, l'auteur, je me rappelle vaguement. Et c'est l'histoire du grand Zampano, Fellini, la Strada. Et à la fin, Claude, il trouvait pas de metteur en scène. J'ai dit, moi, je vais la faire, la mise en scène. Il dit, on n'a pas de budget. C'est pas grave. J'ai dit, on va acheter de la moustiquaire en métal. Je vais vous faire, moi, un décor de fou qui va coûter
2,50 $. Et puis, la moto, on va aller, pour la moto du Grand Zampano, on va prendre des vieilles scraps de Harley-Davidson. On va prendre des morceaux de ta chaise roulante s'il faut, mais je vais faire une moto qui coûte rien. Et là, à la fin, il y avait cette chanson merveilleuse, « Si Dieu existe et qu'il t'aime », comme on aime les oiseaux. Magnifique chose. Et c'était la finale de ce spectacle. Oui, ça s'appelait le Grand Zampano, je me souviens plus. Et puis Claude, ça, il vous faisait l'avez mis en éclater scène, les donc. chaînes là, et tout. Et puis j'ai dit, mais si Louise... C'est Claude, j'ai dit, si tu ne joues pas avec Louise, il n'y a pas de show. Puis elle, il faut qu'elle chante aussi. Puis à la fin, elle dit, ah non, moi, je ne vais pas donner de réplique. J'ai dit, Claude, t'es un acteur né, puis tu ne le sais pas, fais-moi confiance. Puis à la fin, il faisait éclater ses chaînes. Quand on a perdu la vue, on a tout perdu. Puis j'en ai fait un acteur, l'espace, en tout cas, des 2 mois que ça a duré. Donc, il vous doit vraiment tout. Il me doit tout. Robert, on continue notre promenade en chanson. S'il a du succès, c'est grâce à moi. Puis si ça marche pas, c'est de sa faute. C'est de comme sa ça faute. qu'il faut voir les choses. Ceci, voilà, avec cette petite précision, on est parfaitement... Claude, si vous nous écoutez. Robert, on continue notre promenade en chanson avec un autre de vos choix, une personnalité incontournable de la scène française, dont on vient de célébrer le centenaire. Il aurait eu 100 ans le 22 mai dernier. Vous nous en parliez tout à l'heure comme l'une des plus belles voix. C'est Charles Aznavour dont vous avez choisi le titre « Sa jeunesse ». Pourquoi ce titre-là? Bien, on parle d'une voix... Au début, les gens trouvaient qu'il n'y en avait pas. Il y a eu des critiques épouvantables. C'est monstrueux. Merci Montréal, parce que c'est à Montréal qu'il a explosé. Il était à l'époque avec Pierre Roche. Pierre Roche, son pianiste. Il faisait du bebop, puis il chantait à 2 voix et tout. Mais tu sais, dans ma vie, j'ai eu des... Je suis un peu extrémiste, donc j'ai eu des rages. Autant de Buddy Holly, de Presley, de Jerry Lee Lewis, de Little Richard, de Chuck Berry surtout. Puis à l'autre extrême... Les Barbara, Léo Ferré, Brassens, Nougaro, Trenet, c'est quoi ce pays qui produit autant de génie? Et Aznavour, ça a été constant toute ma vie. Depuis l'âge de... La première partition musicale que j'ai achetée, c'était Je me voyais déjà, je devais avoir 14-15 ans. Vous aviez déjà bon goût, donc? Ben, c'est-à-dire que je quittais le rock'n'roll parce que j'avais fait un peu le tour de ça. Ça nourrissait mon envie de danser puis mon cerveau gauche, mais il n'y avait rien dans le cerveau droit. Et là, à l'autre extrême, quand j'ai découvert tous ces génies-là qui m'apparaissaient d'un coup, hein, y compris mais les belles chansons de Guy Béard et tout, ça m'avait fasciné. Et Trenet, tout ça. Et donc, comment je te dirais ça? Aznavour, lui, toute ma vie, à n'importe quel âge, c'est peut-être l'artiste que j'ai vu le plus souvent sur scène aussi. Vous avez tenté de faire des chansons avec lui? Est-ce que vous lui avez demandé de faire des paroles? Il m'en a parfois? envoyé 2 une fois. Une qui s'appelait « J'ai des amis des 2 côtés ». Ouais. Ça parle de l'enfer et du ciel, bien sûr. Et je l'ai gardée. Peut-être je la ferai un jour. En tout cas, il me l'a donnée. Mais j'ai jamais trouvé l'angle, tu vois, pour... Oui. Mais sinon, on a fait des émissions de télé ensemble, co-animé des télés. Il avait le catalogue de Félix Leclerc aussi. Bien donc, sûr. Aux éditions Raoul Breton. Raoul Breton. Et donc, et puis, il rêvait de chanter. Je crois qu'il avait booké Bercy pour ses 100 ans. Pour ses 100 ans, pour le 22 Bercy. Pour le 22 mai dernier, il avait booké Bercy. Bercy pour tout. Alors, non, non, donc, ça a été un peu mon parrain de show business aussi. Il est venu chez moi, je suis allé chez lui. Non, on s'est beaucoup, beaucoup vus. Mais c'est comme Ferré, tu sais, il y a une différence d'âge quand même. Bien sûr. Co-écrire avec Léo, j'avais l'impression de parler avec Baudelaire quand je le rencontrais. Donc, on n'a jamais trouvé de sujet. Il y a une influencé timidité, quand même. j'imagine aussi, quand on se retrouve autour d'un piano avec M. Aznavour, ça doit pas être... Oui, puis avec Léo aussi, c'était déjà des gens impressionnants qui me stimulaient. Par contre, je me disais, quand j'écrivais une connerie, je me disais, oh, celle-là, je la montrerai pas à Léo. Puis quand j'écrivais une chanson qui pouvait tirer les larmes un peu, c'était sa grande force à Léo. Ben là, je disais, est-ce qu'elle est assez bonne pour que je lui montre? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Une excellente chanson qu'on écoute tout de suite, Sa jeunesse, votre choix. Parce que ça vieillit bien. En train de dire toute l'émotion qu'on avait à parler de Monsieur et Charles Aznavour. Et Charles Aznavour s'est souvent mis au talent, au service du talent des autres, et retient la nuit pour Johnny Hallyday à l'époque où personne ne le considérait vraiment comme un artiste sérieux. Il a écrit pour Marcel Amont, pour plein de gens, pour Annie Cordy. Vous aimez parfois vous mettre au service des autres et prendre vos habits d'auteur-compositeur pour tenter
vos outils d'auteur-compositeur pour tenter d'habiller sur mesure d'autres artistes? Je ne l'ai pas fait souvent, mais ça pourrait m'intéresser de plus en plus. Parce que moi, ce que j'aime chez Aznavour, ce qu'on ne retrouve jamais chez les grands interprètes, que ce soit on parlait d'Elvis et de Sinatra, c'est le fait qu'il soit un auteur-compositeur. Et ce qui me fascinait chez Chuck Berry aussi, je voyais toujours signé Chuck Berry, paroles et musique, et Fats Domino, c'était marqué Antoine Domino. Je me disais, mais c'est qui Antoine Domino? Parce qu'il vient du carré français, il vient de la Louisiane et tout ça. Donc, il y avait des ancêtres français, Fats Domino. Et puis, j'ai réalisé qu'Antoine Domino, c'était Fats Domino. Je l'avais toujours appelé Fatso dans ma vie. C'est mieux Fats qu'Antoine. Antoine Domino. Et donc, voilà. Et ça, c'est que quand j'étais jeune, j'avais 12-13 ans, j'allais voir Alan Freed, il faisait venir tous les artistes rock de l'époque, les Everly Brothers, Jerry Lee Lewis, et tout le monde ne parlait qu'en anglais, sauf Chuck Berry et Fats Domino qui disaient « Bonjour, mademoiselle! » Et là, ça me tirait les larmes. Quand on entend une de ces chansons, je pense à Ordinaire, reprise par une des plus belles voix du moment, Céline Dion, qu'est-ce que ça fait quand on écrit ça des années avant, devant son clavier? Vous retrouvez, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous entendez un matin à la radio Céline Dion chanter cette chanson-là? Je pense qu'elle l'a fait à Las Vegas. Il y a comme une pointe d'accent anglais quand elle chante qui me dérange un tout petit peu. J'ai pas de conseil à donner à Céline Dion du tout. Mais la version qu'en a fait Mouf est formidable. Oui. Et cette espèce de clip que les gens ont repassé sans arrêt où elle pleure, c'est que il faut dire qu'elle pleure, premièrement, elle ne sait pas que je suis dans le building. Elle n'a jamais entendu la version de Mouf. Et aussi, sa maman vient de mourir. Donc, quand je chante, je ferai de la musique autour d'un verre avec ma mère, mes soeurs, mes frères, c'est là qu'elle éclate. Donc, c'est une... Puis René était déjà décédé. Oui. Après, elle a perdu son frère. Donc, c'est tout un ensemble de choses qui font qu'elle a manqué d'eau tellement elle a pleuré ce jour-là. Là. Ça vous touche toujours de voir vos chansons? Ça me fait de la peine de voir Céline pleurer, mais elle pleurait en même temps d'émotion ou de... Mais c'était pas le but, c'était pas de la faire pleurer, c'était de lui présenter ma nouvelle version d'Ordinaire, quoi. Qui était faite pour elle, sur mesure. Que vous aviez réécrit pour elle. La première moitié. La deuxième, c'est la chanson intacte. Là, mais le début, c'est surtout moi qui a retravaillé les paroles pour elle. Ouais. Ça vous touche toujours de voir vos chansons voyager par l'intermédiaire d'autres voix? Ça vous touche, ça vous apporte quelque chose, ou voilà, ces chansons, elles existent, elles appartiennent à tout le monde? Merci Valérie Lemercier, bien merci Victoria Sio, qui en a fait une interprétation extraordinaire. Magnifique. Parce que le cinéma reste le meilleur véhicule pour des vieilles chansons. Simple comme Sylvain, par exemple, ça finit avec Sensation de Rimbaud, que j'ai enregistré en 71. Ça a 50 ans et plus. Même ma femme n'a pas reconnu ma voix. Et ça vit encore. Puis ça joue encore. Voilà. Donc, le meilleur véhicule pour dépoussiérer une chanson. Et Alex Lutz, qui avait pris Je reviendrai à Montréal dans son magnifique film, là où il est interviewé par son fils. Enfin, je ne veux pas dévoiler divulgacher le punch, là, mettons, mais il est trop tard. C'est fait. Robert, on poursuit notre route enchantée en votre compagnie avec l'icône, la statue, celui qui ne dort pas à Graceland, mais pour l'éternité dans le cœur de millions de gens. Je veux bien sûr parler du King, Elvis Presley. Et d'Elvis Presley, vous avez choisi une chanson qui date de 1956, chanson co-composée avec Chris Blackwell, Elvis Presley et Chris Blackwell, Don't Be Cruel. Pourquoi ce titre-là? Parce que Elvis Presley, il y a le choix. C'était la face B de Hound Dog, qui était une chanson de Jerry Leiber, Mike Stoller. Ça a été les grands compositeurs d'Elvis aussi. Et j'en viens d'en traduire une, Elvis, pour Netflix, et je vous en dis pas plus parce qu'il faut jamais tout raconter. Non, surtout pas. Et vous allez voir la série à l'automne, et le générique est en français, chanté par moi, une chanson d'Elvis. Oui, et traduit par le monde entier, parce que c'est l'histoire d'un vol de sirop d'érable. Un gros vol de 226 millions de canettes de sirop d'érable, faites par les gens qui font Fargo. Enfin, ça va être humoristique aussi. Et donc, Elvis a compté dans ma vie. Et finalement, j'avais acheté le 45 tours, parce que dès que j'avais $1 économisé à l'époque, ça servait pour un 45 tours. Et j'étais fou de Hound Dog, mais la chanson que j'ai le plus écoutée, finalement, c'est Don't Be Cruel. Et vous aviez 12 ans à l'époque. Cruel. En 56, vous aviez 12 ans, c'est ça?
Oui, en 56, exactement 12 ans. 12 ans, 13 ans, je commençais ma puberté. Vous vous rappelez de l'émotion que vous avez ressentie en écoutant cette chanson-là? Ben, j'aimais le son. On peut dire que sa voix est absolument fabuleuse aussi, qui chante des valses en allemand ou qui chante du rock. C'est toujours Elvis. Et donc, je sais pas pourquoi. Non, ce n'est pas qu'on est très sensible quand on a 12-13 ans. Et je trouvais ça... je pense que la ligne de basse fait un peu la toune. J'avais accroché là-dessus. Et c'est ce qui manque toujours, parce que les rocks, c'est 3 accords, mais il faut que tu aies le petit accrochage, le petit hook. Les Américains appellent ça l'hameçon. L'hameçon. J'avais mordu à l'hameçon. Solide. On écoute la petite ligne de basse? Oui. Allez, on l'écoute. Concentré. Chef-d'œuvre absolu. On peut pas parler de mixage parce que je crois qu'à l'époque, ils faisaient sur des 4 pistes. Oui. Puis ils faisaient beaucoup de prises. Comme Hound Dog, ils ont fait 48 prises, mais avec la même énergie. Et puis il y avait pas non, il n'y avait pas chacun sa piste, puis mes écouteurs. C'était en live. Et moi, c'est ce qui se passe après avoir fait, par exemple, mon show à Charlebois, Charlebois-Scope, 100 minutes de cinérama. Les musiciens jouaient avec des casques et tout, parce qu'il fallait être synchronisé avec l'image. Bien sûr. Mais là, depuis qu'on est libre, on a encore des images, bien sûr, mais jouer puis entendre notre son à nous, ça a côté naturel. On peut jamais battre la nature dans quoi que ce soit. Et puis les gars m'ont remercié. J'ai dit, enlevez-les, vos écouteurs. À chaque fois que je parlais à un quoi, qu'est-ce que tu dis? Il fallait qu'il enlève son truc. Insupportable. Et là, on s'entend. Voilà. Puis là, on entend les réactions du public, puis on est avec le public. Et avec les retours, comme il y en a toujours eu. Comme le bon vieux temps, quoi. On peut pas imaginer Elvis avec un casque sur la tête, ni Hendrix non plus. Ça casserait beaucoup de la magie. Robert, moi j'ai une petite question à vous poser. Vous êtes une star, vous avez 60 ans de carrière. Et pourquoi non, je suis pas une star. Je suis un artiste qui était chanceux puis qui travaille peut-être un peu plus fort que les autres. Mais les stars, c'est au ciel. Il n'y en a pas sur la terre. En tout cas, vous êtes une grande vedette. Pas une étoile. Une grande vedette. Vous avez gardé un recul, un second degré, une simplicité permanente. Cette auto-dérision, elle vous vient d'où? Bonne question, ça. Ouf. C'est parce que rien n'est grave à part la mort? C'est parce que quoi? Non, je pense un peu comme Woody Allen que je suis persuadé qu'il n'y a pas de vie après la mort, mais au cas où, je vais prendre un caleçon de rechange. Alors, peut-être que j'ai une grand-mère juive en quelque part, parce que je suis très, très près de l'humour juif, puis si on m'enlevait mon sens de l'humour, ça serait comme perdre mon dernier souffle. Non, et je l'ai depuis que je suis tout petit. Je crois que j'aimais... Mon premier métier, ça a été accompagner un imitateur qui s'appelait Jean-Guy Moreau, qui imitait les professeurs à l'école, qui était... D'après Laurent Gérard et Sébastien, tous ceux qui font des imitations. Le maître. Oui, puis c'est le premier au monde qui a fait des shows complets d'imitation. Effectivement. Parce qu'avant, l'imitateur, il faisait 10 minutes avant un chanteur. Levé de spectacle. Et lui, il faisait les hommes politiques, les chanteurs. C'était le meilleur Brassens, le meilleur Aznavour que personne... Il nous faisait apparaître la personne. Il serait ici dans le studio et tu verrais Aznavour apparaître à tes côtés, là. C'est ça, que ce soit du génie. Vigneault, Claude Léveillé, Félix Leclerc, nomme-les tous, là. Donc, lui, je crois qu'il a aidé beaucoup à... Mais tu sais, c'est la synchronicité de la vie. Quand tes amis, quand tes petits ont de l'humour puis te font rire, ben... On garde ça. Ouais, puis c'est dommage que les politiciens n'en aient pas plus. Parce qu'il y en avait des bonnes formules avant, là. En tout cas, il en a trouvé. Et vous n'êtes pas juif, et je dis ça en toute objectivité. Et vous n'êtes pas juif, mais vous êtes tellement sympathique que vous méritiez de l'être. Je mérite quoi? De l'être. Vous mériteriez de l'être, vous êtes tellement talentueux, franchement. Ah oui. Non, mais c'est un compliment. Oui, c'est un compliment, bien, je le prends comme un compliment, bien sûr, parce que j'ai le gros livre de Solène Collal, là, il y a 700 pages de blagues. Judith Cohen-Solal. Et ça, c'était mon cadeau de Noël. Il y a 700 pages de blagues juives là-dedans, et je ne vous le ferai pas toutes aujourd'hui. Bon, on se reverra donc du coup. Robert, vous êtes jusqu'au 9 juin à Bobino. Oui. Si vous n'avez jamais vu Robert Charlebois sur scène, foncez le voir. Oui. Foncez le voir. J'ai eu le bonheur de le voir à plusieurs reprises. Peut-être que vous ne le reverrez plus jamais. Il ne faut jamais dire qu'on s'en va, mais la vie se charge de nous sortir du jeu. En tout cas, vous êtes là jusqu'au 9 et il faut profiter de ce moment-là, de ce plaisir-là pour venir vous rencontrer. Une toute dernière question que je pose à tous mes invités. Quel est le plus beau cadeau que ce métier vous ait fait à ce jour? Eh bien, j'en ai eu des cadeaux, mon Dieu, des fêtes de l'humanité, le loup, le renard, le lion, des shows, des plein air, des tournées en train, en bateau, en avion, en auto. Mais mon plus grand plaisir, ça a été ma collaboration avec Régent Ducharme.
qui est l'écrivain invisible, bon, qui est une légende au Québec. Et mon amitié avec David McNeill aussi. Et les deux ont 10 romans chez Gallimard parce que il y a des poètes comme les deux, comme David et Régent. Ensuite, il y a des auteurs, compositeurs, poètes comme Aznavour, dont on a beaucoup parlé. Il y a des auteurs, compositeurs à l'esprit poétique. Moi, je ne me prends pas pour un poète, mais tu sais, j'arrive à faire, pour me punir, des fois, des chansons tout seul, dans mon coin. Et puis, il y a aussi des surdoués de leur génération, comme Plamondon, qui n'écrivent pas de livres, mais qui disent la chanson est une maîtresse tellement exigeante qu'on ne peut pas faire flamboyance en même temps. Ouais, c'est une plume flamboyante. Ah, formidable. On peut dire que c'est un poète. On peut dire que Luc a des... Oui. C'est un auteur, compositeur, poète, facilement, et je baise mes mots. Et donc, votre cadeau à vous, c'est donc... C'est la rencontre avec Régent Ducharme. Auquel vous avez consacré un album il y a maintenant une petite année. Oui, un album. Et puis, j'ai fait une trentaine de chansons avec lui. Et c'est un écrivain noir, mais c'est l'être avec lequel, sans parler, j'ai le plus ri dans ma vie, je pense. Après Alain Juppé, bien sûr. Et Alain Juppé qui est tous les soirs à Bobino pour venir Montréal. J'ai connu Alain à Montréal et puis il y a un humour très très discret, mais croyez-le ou non, il y en a un humour. Oui, sûrement. Mais écoutez, si on veut rencontrer Alain et Alain Juppé et vous voir sur scène, c'est jusqu'au 9 juin. Alain est venu à la première, il est trop tard. Mais si vous voulez rencontrer Régent Ducharme, ben là, il est là jusqu'au 9. Merci beaucoup Robert, c'était un véritable plaisir de vous avoir à ce micro. Merci Robert. Merci Frédéric. Ah.